C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M, c'est l'épisode 71. Au sommaire aujourd'hui, Patrick Desmarais entre au conseil du patronat qui s'ouvre de plus en plus à l'inclusion et la diversité. Hommage à une militante trans et queer qui est disparue subitement la semaine dernière, on va parler de Chloé Viau. À la chronique Transatlant Queer, le Sénat français veut adopter une loi interdisant les bloqueurs de puberté aux moins de 18 ans et la radicalisation est le sujet de la chronique en toute fluidité. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 8 avril 2024, on n'éclipse rien. Ben oui, j'allais quand même pas ne pas parler d'éclipse totale du soleil. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En tout cas, le soleil n'est pas éclipsé dans le studio aujourd'hui. On reçoit un grand militant. Je pense qu'on pourrait plutôt parler d'un bâtisseur. Patrick Desmarais, je vais vous parler un petit peu de qui il est. Il est diplômé en droit de l'Université d'Ottawa. Il a été admis au barreau du Québec en 92. Il a frayé les sphères du pouvoir à Ottawa en tant qu'assistant. Il s'est promené dans le monde des finances, on le sait. L'argent, c'est le nerf de la guerre, surtout et particulièrement vrai pour nos communautés. Patrick se joint à la Banque nationale du Canada en 2009 comme conseiller en finances personnelles et petites entreprises, puis directeur PME et par la suite au sein de la Banque TD à titre de directeur PME et de août 2021 à février 2024, il a été directeur régional auprès des vols, s'affichant ouvertement gay dès son entrée sur le marché du travail au début des années 90. Il a été confronté à un milieu des affaires réputé pour être hétéronormatif où l'affirmation de l'orientation sexuelle, c'était tabou. T'en as fait des choses, Patrick Desmarais. Bienvenue à l'émission. Merci de l'invitation. Patrick, je vais te demander de te rapprocher un petit peu du micro. J'arrête ici parce que tu as un CV long. Je pourrais passer 10 minutes à en parler, puis je pense que c'était pas ça le but de l'émission. Mais j'aimerais te souhaiter la bienvenue à l'émission. Puis aussi, nous, on a une tradition avec les gens qui arrivent pour une première entrevue. On utilise quel pronom et quel accord avec toi? Il et lui. Il et lui. Alors, tu te joins, c'est la grosse annonce, c'est que tu te joins au Conseil du patronat. C'est un organisme qui a été fondé en 69 pour représenter les intérêts des employeurs et des entreprises auprès des gouvernements et des autres parties prenantes. Je me mouille ici, c'est pas un milieu qui a toujours été très, très ouvert à nos communautés, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que ça... On voit l'évolution oui. avec, dans notre société, tout au moins, là, qu'il y a maintenant une volonté de beaucoup d'employeurs et d'employeuses d'être au rendez-vous de nos communautés. Qu'est-ce qui t'a animé ou qu'est-ce qui t'a motivé à joindre le Conseil du patronat? Mais écoute, j'avais mis un simple message sur LinkedIn et Facebook comme quoi je cherchais des nouveaux défis qui allaient me faire avoir plaisir comme tel. Et puis, tout d'un coup, je reçois un message, es-tu disponible j'aurais 2 minutes un jeudi matin? Et je dis, oui, je suis disponible. Ça faisait juste 3 jours que j'avais mis mon message. Et là, il me dit, es-tu disponible à 11h15 de prendre un café? Une heure plus tard, en fait. Oui. Je dis, oui, au centre-ville, OK, je m'en viens. Et là, écoute, c'est Carl Blackburn qui m'a contacté, qui dit, moi, je te vois chez nous. Je te vois. Carl Blackburn, qui est le président. Là, oui, avec qui je connaissais déjà pour avoir participé à plusieurs activités, lettres ouvertes avec lui et tout. Alors, c'était une belle surprise. Puis il me dit, j'aimerais ça que tu viennes dans notre équipe, t'amènerais une dimension, t'as un vécu, puis on a une belle équipe. C'est vrai qu'il y a une belle équipe. Fait que ça s'est passé comme un coup de vent, je vais te dire. J'avais même pas fait mon CV encore. Les entrevues ont commencé, puis en une semaine, j'avais un offre pour aller travailler. Fait que voilà. Quel message le Conseil du patronat envoie-t-il en embauchant quelqu'un qui, on le sait, là, je dis militant, pas activiste, je dis bien militant. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on embauche quelqu'un comme Patrick Desmarais dans un poste comme ça. Mais je pense qu'il y a le côté militant, effectivement. Oui, effectivement, je me considère comme un militant. Ouais. Puis j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui se considèrent activistes. Et chacun peut... Ça prend les deux. Voilà, ouais. Je trouve que c'est important. Mais le message, c'est oui, l'ouverture, mais oui, l'expertise. L'humain, qui est en l'occurrence moi, à ce cas-là, bien,
les qualités que j'avais faisaient en sorte que l'expérience, la capacité aussi de faire des liens avec les gens, mais c'était ces qualités-là qu'on recherchait. Oui. Et on ne se pose pas la question, on le sait, que la personne est gay, dans mon cas, mais c'est pas une barrière, c'est pas un enjeu, c'est une qualité qui est recherchée. Parce Oui. que ça amène une autre vision de notre société. Puis l'équipe du Conseil du patronat est diversifiée aussi. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, de travailler dans un environnement diversifié, parce que moi-même, ça m'amène à grandir. Et qu'est-ce que tu veux accomplir? Parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime bien, on voit quand tu fais des choses, tu aimes bien accomplir, tu aimes bien faire avancer. Qu'est-ce que tu veux faire avancer ou qu'est-ce que tu aimerais accomplir au Conseil du patronat le temps que tu vas faire ton mandat là-bas? Bien, mon mandat, c'est directeur de développement des affaires. Ouais. Donc, c'est le service aux membres, c'est de parler aux membres. Il y a 70 000 employeurs qui sont membres via les différents membres corporatifs. Donc, il y a beaucoup de monde à parler dans une année. Ouais. De rencontrer aussi Tu des n'auras pas de misère à faire ça quand même. On te connaît. Non, mais c'est sûr qu'il y a toujours ce petit côté là, de dire OK, je m'en vais dans l'inconnu. Ouais. Mais ce n'est pas un grand inconnu non plus, parce que ça fait plus de depuis 1997 que je suis impliqué dans ce qu'on appelle les chambres de commerce. Donc, cet aspect là, de membership, de service aux membres, de partenariat, de commandite d'événements et tout, c'est des choses que j'ai faites de façon bénévole depuis plus de 27 ans, que là, je vais faire rémunérer. Tu as été un des premiers professionnels à s'être impliqué dans la Chambre de commerce LGBT, si tu te souviens, Oui. et à t'afficher ouvertement, je l'ai dit tout à l'heure, comme étant une personne queer, une personne gay sur le marché du travail. À l'époque, très hétéronormatif. Là, on parle des années 80-90. Oui, ben en fait, j'ai commencé à m'impliquer au début de la Chambre de commerce gay du Québec. À l'époque, c'était le nom. Mm-hmm. Effectivement, les premières années de la Chambre de commerce, il fallait ouvrir des portes. Hein? Ouais. Beaucoup de portes, aller chercher des alliés. Puis les alliés, c'est ce qui est le plus important pour notre communauté. Puis on en a. Il faut juste aller les chercher de la bonne façon, puis leur montrer comment on peut faire grandir notre société. Bien justement, quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'évolution de la communauté des affaires vis-à-vis de nos communautés? Et on parle de génération déjà. Ouais. Il y a énormément de changements. Les entreprises en font des valeurs importantes corporatives. Une entreprise qui se veut être nommée comme meilleur employeur, s'ils mettent de côté tout ce qui est la diversité et l'inclusion, tout ce qui est les mesures d'être inclusif, pas seulement pour les personnes LGBTQ+, mais pour l'ensemble des personnes qui vivent et qui travaillent au Québec et au Canada. Donc, il y a eu des tentatives, il y a eu des échecs, il y a eu parce que c'est nouveau et tout ça, mais je pense qu'on est rendu là où on a une bonne vibe, comme Oui. on dit. Oui, comme les jeunes disent, une vibe. Là. Oui. Oui. Puis c'est intéressant parce que là, je vois des nouvelles générations rentrer dans le marché du travail, puis ils n'ont même pas d'enjeu de dire qui ils sont, puis avec qui ils sont. Ouais. Il y aura toujours des gens qui vont rester discrets, puis c'est correct ça aussi. Ouais. Mais c'est plus un enjeu. Tu n'as plus l'enjeu de perdre ta job parce que de quitter. Oui, si tu es discret sur qui tu es, c'est parce que tu choisis de l'être et non pas parce que ça t'a imposé ou tu n'as pas d'autre choix. Voilà. Pour ceux et celles qui ne le savent pas déjà, tu es aussi président de la Fédération, de la Fondation Émergence. Et le Conseil du patronat, c'est quand même avait amorcé il y a quelques années un virage vis-à-vis la diversité, l'équité et l'inclusion. Alors, comment sont nées ces collaborations-là avec la Fondation Émergence? Bien, on a développé un programme qui est en lien avec le programme en milieu de travail qui s'appelle ProAllié. Et on a ajouté avec le Conseil du patronat toute cette dimension du harcèlement des personnes LGBTQ en milieu de travail. Donc, on a développé des formations avec les employés de la Fondation afin de rejoindre les grandes et moyennes entreprises qui veulent améliorer effectivement leur façon de faire. Et il y a eu quand même la politique de zéro tolérance qui est de plus en plus non seulement dite, mais appliquée. Donc, c'est bien beau de dire qu'on a zéro tolérance, encore faut-il dire aux gens c'est quoi notre tolérance zéro. Donc, de former les gens
moi, je pense que c'est ça le plus important. On ne veut pas punir pour punir, on veut former les gens à être ouverts envers l'autre. Et certains comportements qui, on voit dans des vieilles séries, Oui. étaient communs, mais là, ça se fait plus. On ne peut plus faire ça. Ça se fait plus. Puis des gens, des fois, ne s'en rendaient même pas compte. Alors, c'est là que c'est important de changer les mots, changer la façon de parler et éviter de blesser les gens avec qui on travaille. Et de toute façon, un milieu de travail qui est exempt d'intolérance et de harcèlement, de stigmatisation, c'est un milieu de travail qui est plus productif. Et oui, parce que là, la personne, elle travaille en équipe, elle n'a pas l'impression d'être isolée. Donc, l'entreprise, l'organisation va aller chercher le meilleur de l'humain chez elle. Peux-tu me parler des prix qu'on appelle prix entreprise EDI, là, auquel le Conseil du patronat est un partenaire officiel? Oui, bien ça, c'est une idée qu'on avait eue l'année dernière. Moi, je trouvais le EDI+, Oui. plus, Oui. mais c'est un clin d'œil au LGBTQ+. Parce que je trouvais qu'il y a certaines personnes qui disent on fait le EDI, donc équité, diversité, inclusion, mais on oublie certaines particularités de personnes qui sont sous-représentées en milieu de travail ou dans notre société. D'ailleurs, ici, à cette radio, il y a beaucoup d'émissions qui traitent des personnes sous-représentées. On est la voix de l'inclusion. C'est ça. Donc, c'était important de souligner les bons coups des entreprises du Québec qui ratissent plus large pour vraiment inclure toutes les diversités. En quelques mots, c'est quoi qui te motive, Patrick, à t'impliquer autant? Bien, comme je disais, j'ai mis le petit doigt dans l'engrenage avec la Chambre Puis de le bruit commerce. en passe. Et puis, depuis ce temps-là, ça n'a pas lâché. Puis, je fais 10 à 15 heures de bénévolat probablement par semaine. Mais ça m'anime. Et puis, je rencontre des gens. On dirait que c'est important. Puis on apprend avec ces personnes-là à devenir des meilleures personnes. Parce que les nouvelles générations amènent d'autres réalités. Ils n'ont pas vécu la même ostracisation qu'on a pu vivre, alors que ils peuvent, par contre, nous amener à dire, de relativer certaines choses qui peut-être n'est plus un si grand enjeu pour certaines personnes. Donc, mais il faut aussi les sensibiliser qu'à quelques heures d'avion se retrouvent des environnements très toxiques pour les personnes LGBT, dites, et même mortelles. Oui. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve de donner au suivant, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Puis avec la Fondation Émergence, c'est sûr que ça me motive parce qu'on fait des choses dans tous les milieux avec la campagne de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On a une campagne en milieu scolaire. On a une campagne grand public qui sensibilise les gens à ces réalités de violence qui peut arriver à nos communautés. Puis, comment on peut ne pas être silencieux face à tout ça. Donc, c'est ça qui me motive, en fait, là, ouais, dans l'aspect communautaire, effectivement. Patrick Desmarais, directeur du développement des affaires au Conseil du patronat du Québec et aussi président de la Fondation Émergence. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Nous avons appris avec beaucoup d'émotion et c'était une surprise, le décès subi de la militante queer et trans Chloé Viau. Chloé Viau qu'on a déjà interviewée ici à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Si vous me permettez, j'ai fait un petit montage de cette entrevue. J'ai 3 minutes. On va faire revivre Chloé pour 3 minutes et après, je vous présente les invités qui vont rendre hommage à cette personne qui nous manque déjà. Oui, c'est difficile parce que d'abord, moi, j'ai fait un coming out il y a 6 ans. Coming out. Un coming out, ça veut dire que j'étais une femme lesbienne, toujours, avant, et je vivais dans un corps d'homme, et je me suis toujours sentie femme. Et j'ai fait mon coming out il y a à peu près ça, 6-7 ans. Là. Mais tout un coming out parce que moi, je t'ai vu poser dans un magazine
Avec très peu de vêtements. C'est possible, oui. Puis j'ai pas de problème avec ça, au contraire, parce que je suis bien contente, dans le sens que j'aime mon corps maintenant. Avant, je l'aimais pas. Ah, bravo. Ouais. Bravo. Alors, mais ça veut pas dire que je ne me sens pas seul par rapport à tout ça, là. Il reste quand même que t'as beau être populaire sur les réseaux sociaux, avoir plein d'amis sur Facebook, Instagram, tout ça. Il reste que souvent, je suis tout seul chez moi et je suis en Estrie. Moi, je vis en Estrie. Alors, mais je suis quand même une personne solitaire. Et moi, je trouve ça très intéressant, ce que tu dis. Puis, comment je pourrais dire? Donc, moi, j'ai quand même un certain âge, mais j'ai vécu en incubation pendant tant d'années. Et je me suis cherché pendant tant d'années. Mais aujourd'hui, je suis plus à l'âge où je cherche une crouse pour un soir. Tu sais, je cherche quelque chose de plus long terme. Là, je vis seul, mais c'est pas évident à mon âge. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de problème, moi. Mais là, en plus d'être femme transgenre, lesbienne, j'ai toujours été attiré envers les femmes. Mais c'est pas facile, là. C'est plus pareil. C'est plus le même monde, là. Étant donné que moi, j'ai commencé à découvrir les communautés LGBT, et ça fait pas tellement d'années, quoique j'étais quand même près des hommes homosexuels, les lesbiennes non, mais on parle beaucoup de personnes homosexuelles. Moi, j'entends parler de solitude, sauf que pour moi, dans mon cas, des personnes transgenres, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je suis comme une pionnière dans ce milieu-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de solitude, j'en vis, puis je suis sûr que des gens, des personnes, des hommes, des femmes qui n'ont pas fait de coming out jamais de leur vie, puis qui sont en souffrance, parce qu'ils voient ça, eux, surgir, là. Puis qui doivent se dire, ben j'aurais tellement aimé ça, moi, pouvoir m'exprimer comme ces gens-là le font, même à mon âge. J'en ai entendu, moi, des gens, un monsieur dire un jour, on avait un kiosque à Fondation Émergence, puis ça faisait un bon 15-20 minutes qu'on parlait, il me dit, j'aurais tellement aimé ça être une femme. Mais il est trop tard. Alors, ça, c'est il y a de la solitude. Beaucoup, je pense, chez les personnes âgées, mais qui n'ont pas eu cette chance de s'exprimer dans leur expression de genre ou de vivre leur orientation sexuelle qu'ils auraient voulu aussi. Alors, je pense que c'est très difficile. Mais surtout, il y en a qui se retrouvent dans des résidences et là, tout à coup, ils ont peut-être vécu out, mais là, ils n'ont plus le droit de l'être tellement. Là. Oui, mais ça ne sera pas mon cas, par contre, parce que moi, à partir du moment que j'ai fait de mon coming out, c'est écrit dans ma face. Avec la voix que j'ai, ben, tu sais, c'est comme... Alors, je vais être une pionnière, justement, que je vais rentrer dans un centre pour personnes âgées, ben, je vais faire le pont. Ben, je vais aller dans ce centre-là, moi aussi. Je vais faire le pont, c'est bien sûr. Wow! Ça fait donc du bien d'entendre la voix de Chloé. Quelle voix! Donc, c'était Chloé Viau qui participait à une émission où on parlait de la solitude des personnes queer au temps des fêtes. Et c'était intéressant. Alors, j'ai gardé Patrick Desmarais en tant que président de la Fondation Émergence qui est en studio. Vous entendez des gens au téléphone. Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui est écrivaine et porte-parole d'Interlinked. Salut, Gabrielle! Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et il y a Tara Chanadi, qui est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Salut, Tara. Allô? Allô. Écoute, je pense que je vais commencer par toi, Tara, parce que Chloé s'était impliquée beaucoup au niveau du Réseau des lesbiennes du Québec. Quel souvenir de son apport qu'elle a fait pour les communautés peux-tu partager avec nous aujourd'hui? Ben, absolument. Chloé, en fait, a vraiment eu un apport inestimable pour les communautés lesbiennes parce qu'il y a quand même eu beaucoup de chemin qui s'est fait. Il y avait beaucoup de transphobie dans les communautés lesbiennes. Donc, ça prenait du temps, ça prenait des pionnières pour reconnaître que les femmes trans peuvent aussi être lesbiennes, qu'elles font partie des communautés lesbiennes aussi. Puis Chloé a été d'un apport inestimable. Donc, elle a longtemps fait partie du CA, aussi du conseil d'administration du Réseau des lesbiennes du Québec. Puis tout le temps, avec patience, avec douceur, elle a édifié tellement de gens, elle a tellement apporté quelque chose de profond à nos communautés. Puis ça a vraiment été une des premières à s'afficher ouvertement en tant que femme lesbienne et trans. Puis on le sait que ça vient avec
beaucoup de défis que c'est venu avec aussi beaucoup de haine, avec beaucoup de réactions fortes. Puis Chloé a toujours réussi avec tact, avec force, avec vraiment énormément de courage à passer à travers tout ça. Puis on lui doit beaucoup aujourd'hui pour l'inclusivité dans les communautés lesbiennes. Je vais tout de suite aller en studio. Patrick, j'ai vu que quand tu entendais la voix de Chloé, ça t'a ému. Ben oui. Écoute, c'est encore tout frais hein, Ouais. qu'elle est partie. Donc, on a de la difficulté à penser qu'elle est partie, mais on est ici pour souligner toute sa grandeur. Puis elle a fait beaucoup à la Fondation Émergence. Oui. Je l'ai rencontrée en 2018 à un événement de fierté agricole. Et puis, elle était dans la salle, il y avait beaucoup de monde. Puis elle avait une petite caméra, puis là, elle se promenait, puis elle filmait tout. Puis là, j'étais là, c'est qui ça? Puis là, ben, je l'ai su assez vite parce qu'elle est devenue personne gouverneur de la Fondation dans les mois qui a suivi. Parce que, écoute, c'était une personne qui avait de l'énergie, qui était toute, oui, en douceur, amenait de façon posée les enjeux qu'elle pouvait vivre. Puis j'ai fait tellement d'activités avec elle que tu sais, il y a des beaux souvenirs là, puis je l'ai vu faire des partages et des formations aussi. C'est sûr que les employés de la Fondation ont été beaucoup plus proches d'elle dans cette partie-là, où elle allait changer la perception des gens dans les milieux aînés et autres sur les personnes trans. Fallait le faire, et puis elle le faisait avec cœur. Puis tu voyais après son passage que des yeux méfiants devenaient des yeux bienveillants. Tout à fait. Gabrielle Bouliane-Tremblay, je sais que tu l'as connue aussi en tant que... Vous êtes un peu sœurs, hein, en tant que personnes trans toutes les deux, puis je sais que son décès t'a beaucoup touché. Oui, en fait, comme disait Patrick, je trouve que c'est vrai qu'on a de la misère à réaliser qu'elle est partie. Tu sais, elle est partie tellement subitement aussi, sans signe avant-coureur et tout. Donc, c'est sûr que c'est très triste. Moi, j'ai en mémoire un beau souvenir avec... on était toutes les deux modèles pour une exposition qui s'appelait Être, une exposition sur la transidentité et la non-binarité. Et puis, Julie Langenegger nous avait approchés pour être des modèles. L'exposition allait être inaugurée en Suisse. Et puis, on avait été les deux sélectionnés pour aller en Suisse avec Julie Langenegger, la photographe, pour en fait essayer de décloisonner des pensées un peu étroites ou qui auraient pu être dans les préjugés. Et finalement, on est arrivé là-bas et ça a été des souvenirs incroyables, des beaux moments parce qu'on vivait un peu tous sous le même toit dans une résidence et puis on partageait tellement de belles choses. Je me souviens aussi de Chloé qui documente tout avec sa petite caméra et puis qui est toujours souriante. Puis elle voyait les yeux vraiment avec... la transition, c'est une seconde naissance. Donc, Chloé, elle avait 6 ans, dans le fond, d'âge trans. Et puis, c'était vraiment beau de la voir avec ses yeux émerveillés. Et on a vraiment développé une sororité ensemble. C'était une sœur, c'était une confidente, c'était une amie. C'était vraiment un être extraordinaire, lumineux, avec un grand cœur, de la bonté, bienveillante. Et justement, elle avait une approche du militantisme sans compromis, mais toujours dans la bienveillance. Et c'était très inspirant de voir, tu sais, tantôt tu parlais, elle a posé pour nu, en fait. Puis je pense qu'elle était aussi dans le vidéoclip de Safia Nolin. Oui. Et puis, c'est tellement beau, quelqu'un qui est dans sa pleine vérité et sa pleine lumière. Et ça m'a fait tout drôle d'entendre sa voix. C'était comme si elle était encore là tout à l'heure quand tu as partagé un extrait audio. Oui. Mais vraiment, elle a fait du bien. Puis elle va rester dans mon cœur pour toujours, vraiment. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais lancer la question à vous trois. Vous répondez premier arrivé, première servie, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on va retenir de Chloé? Je te vois aller, vas-y. C'est une personne déterminée, hein, mais qui t'amenait à grandir comme
par sa façon qu'elle se parlait. Puis rapidement, je vais juste mentionner, on a parlé avec la famille de Chloé. Son fils doit retourner aux États-Unis, mais il va revenir en juillet. Puis on a convenu qu'on essaierait de faire quelque chose de commémorer la mémoire de Chloé à son passage de nouveau au Québec. Donc, les détails, on va les propulser dans les prochains jours. C'est clair, vous me tiendrez au courant. Tara, rapidement, quel serait l'héritage de Chloé pour toi? Je dirais que c'est possible d'éduquer dans la douceur, la bienveillance, puis aussi dans l'humour. C'est tellement une personne qui faisait rire. Comme, elle arrivait à passer des messages difficiles, puis comme Gabrielle le disait, c'est vraiment une approche militantiste sans compromis, mais dans la bienveillance qui fait en sorte qu'elle réussit vraiment à changer des esprits puis à faire grandir les gens. Je te laisse le dernier mot, Gabrielle. Je rajouterais, moi, que c'est l'amour. Je pense que Chloé représente pour moi l'amour, la bienveillance, l'amour exponentiel. Elle aidait tout le monde, tout un chacun. Je pense que c'est l'altruisme qu'elle me laisse en héritage et qui continue de m'inspirer. J'avais contacté beaucoup de personnes pour avoir un peu des commentaires, puis je vais parler de Joachim Alexio qui a beaucoup, beaucoup côtoyé Chloé, qui l'a connue avant sa transition et pendant et après, et qui disait elle était un peu un kid Kodak. Elle aimait ça, se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Et puis je pense que c'est ça qui a beaucoup, beaucoup contribué je pense à la faire découvrir et aussi à démystifier ce par quoi elle passait, parce qu'à l'âge qu'elle avait, parce qu'elle a fait sa transition assez âgée, qu'on peut passer au travers de tout. Puis je pense que c'est ça le beau message qu'elle nous a envoyé. Hein. Mais comme Gabrielle disait, elle avait 6 ans, mais elle n'avait pas de temps à perdre. Là. Non, ça niaisait pas. Elle l'a fait pleinement. Je voudrais vous remercier tout le monde. Je vous ai tous demandé un peu à la dernière minute de venir participer à cet hommage, mais on avait besoin de le faire pour notre bien collectif. Merci à Gabrielle Bouliane-Tremblay. Je sais que tu es en route pour Paris pour le Salon du Livre, alors bon voyage. Merci à Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Et merci à Patrick d'avoir passé pratiquement la demi-heure avec nous. Patrick Desmarais, qui vient d'être nommé au Conseil du patronat comme directeur des développements des affaires et qui est président de la Fondation Émergence. Nous, on se dirige vers la deuxième partie de l'émission. Nous avons 2 chroniques. La France pourrait interdire les bloqueurs de puberté aux personnes mineures. C'était la chronique Transatlanqueer avec Christophe Gérard. Et après ça, on va parler de radicalisation. C'était la chronique En toute fluidité avec Marie-Claude Johannis. Reste à l'écoute, donc une pause de 2 minutes et on vous revient après. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @DMChabotAuteur. L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Notre monde se radicalise. Comment gérer ça avec Marie-Claude Johannis à la chronique En toute fluidité? Mais avant, on monte à bord du Transatlanqueer. Transatlanqueer. Des nouvelles d'outre-mer avec Christophe Gérard. Salut Christophe Gérard à Paris, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Alors, les sénateurs de la droite travaillent actuellement sur un projet de loi, on parle des sénateurs français évidemment, visant à interdire les traitements hormonaux et les bloqueurs de croissance aux personnes transmineures. Oui, alors les sénateurs, les républicains majoritaires au Sénat, et connus pour leur conservatisme, ont lancé en mai 2023 un travail autour de la question de la transidentité chez les plus jeunes. Et ils ont présenté en mars un projet et un rapport, et donc un projet de loi à venir présenté donc au Sénat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le choix des interlocuteurs pendant leur travail, leurs conclusions et leur présentation auprès des médias sont pour le moins déroutants. Alors, les auteurs du rapport, intitulé Rapport sur la transidentification des mineurs, avec à sa tête Jacqueline Eustache-Brinio, souhaitent empêcher, en effet, aux moins de 18 ans, de pouvoir accéder aux bloqueurs de puberté, aux traitements hormonaux et aux chirurgies de réassignation, dénonçant au passage ce qu'ils dénoncent comme donc un scandale éthique concernant la prise en charge des trans et personnes trans mineures. Ce qui fait craindre aux associations l'effacement tout simplement des enfants trans. Alors, qui est à l'origine ou qui est à la tête de ce groupe de travail là, à l'origine du rapport? Bien, comme je te le disais, c'est la sénatrice du Val-d'Oise, Jacqueline Eustache-Brinio, qui on peut la qualifier de
du genre réac, hein. Il suffit pour s'en persuader de voir ses faits d'armes politiques, hein, qui en disent long sur sa façon de voir les choses. Il faut savoir qu'en effet, elle s'est abstenue lors du vote de la loi interdisant les thérapies de conversion. Et plus récemment, elle a voté contre l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Donc, on voit d'où elle vient. Cela dit, là, c'est quoi qui motive ces sénateurs? Alors, selon eux, il y a une hausse croissante des demandes de transition chez les mineurs. Ah bon. Alors, et cette augmentation, c'est réel? Bah, je dirais oui et non, hein, parce que si on se base sur les études internationales, le nombre d'enfants et d'adolescents qui se déclarent transgenres s'élève entre 1,2 et 2,7%. En France, il n'y a pas de décompte de demande de transition chez les mineurs. Donc, un tel décompte, en tout cas, de tels chiffres ne sont pas possibles à démontrer. Toutefois, hein, tous les acteurs de la question trans s'accordent à dire que même si les demandes de mineurs restent rares, elles sont en effet en hausse. Les seuls chiffres dont on dispose en France, ce sont en fait le nombre de personnes, de nombre de bénéficiaires pardon, d'une affection de longue durée pour transidentité, qui est un statut chez nous qui ouvre le droit au remboursement de certains soins. Donc, en 2020, ils étaient 9000 personnes à bénéficier de ce statut, pardon, dont 294 mineurs, ce qui est vraiment peu finalement. Bon, à l'heure actuelle, là, comment ça se passe là, pour une personne trans mineure en France? Alors aujourd'hui, quand on diagnostique chez un mineur une dysphorie de genre, celui-ci peut se voir prescrire des bloqueurs de puberté dès la préadolescence, puis bénéficier d'un traitement hormonal à partir de 16 ans. En ce qui concerne les chirurgies de réassignation, elles ne sont pas accessibles avant l'âge de 18 ans, à l'exception de la torsoplastie, qui dans certains cas peut être autorisée pour des adolescents. Alors bien évidemment, ces procédures sont lancées après une discussion entre les jeunes et l'ensemble des équipes médicales et avec l'accord des parents. Il faut savoir qu'actuellement en France, il y a 18 services qui sont spécialisés dans l'accompagnement de personnes en transition. Et selon les chiffres qui ont été rapportés par les chefs de service auditionnés par le groupe de travail, les jeunes trans qui s'engagent dans un parcours médical restent minoritaires. La plupart du temps, en fait, la transition, elle va s'effectuer plus dans la sphère sociale, donc en famille, à l'école, donc en adoptant notamment une expression de genre différente. Ça passe par le changement de prénom, des pronoms, du style vestimentaire ou de la coiffure. Bon, on en a parlé ici au Québec, puis j'imagine que ça ressemble un peu à ce qui se passe en France. Là, c'est quoi les risques de la transition des mineurs mis de l'avant là, dans ce rapport? Alors, l'argument principal qui est mis en avant et qui est d'ailleurs contesté, c'est le risque de regret. Ouais. C'est pourquoi, en fait, les élus LR recommandent de revenir à la fois sur le volet médical, mais également social des transitions de genre des mineurs. Les sénateurs estiment que la France devrait interdire l'ensemble des actes médicaux liés à la transition avant 18 ans. Et le rapport critique d'ailleurs la prise en charge des jeunes concernés à l'hôpital, mais également l'accent qui est mis sur ce qu'on appelle l'autodétermination. Jacqueline Eustache-Brignot part du principe que le consentement n'est pas le même avant 18 ans qu'à l'âge adulte et que les mineurs risquent de prendre des décisions irréversibles que certains pourraient regretter plus tard. Alors, Claire Van der Driech, qui est coprésidente du réseau de santé trans, rappelle toutefois que s'il y a la détransition, si elle existe, reste très rare. Et elle dénonce d'ailleurs un futur projet de loi qui, pour elle, est probablement le plus transphobe d'Europe. Pour ce qui est de l'interdiction des bloqueurs de puberté, les rapporteurs s'appuient sur le manque d'études scientifiques concernant les effets secondaires des traitements proposés ou leur réversibilité. Ils ajoutent également que la Grande-Bretagne les a interdits récemment. Alors, il a noté cependant que ces traitements sont utilisés depuis les années 70, notamment dans le cadre de la puberté précoce, sans que ça pose le moindre problème. Juste pour qu'on soit clair, là, donc une personne mineure qui souffre d'une puberté qu'on appelle puberté peut-être trop rapide, on peut le traiter pour ça, mais une personne qui a besoin de traitement pour la transition ou pour prendre sa décision sur sa transition, ça, on ne peut pas le faire. Non. Bon. Enfin, en tout cas, c'est ce que prévoirait le futur projet de loi. D'accord.
Donc, pour ce qui est donc Maryse Rizza, qui est la présidente de l'association Grandir Trans, il est bien évident que ces parcours doivent être encadrés par des médecins formés, mais elle ajoute qu'interdire les bloqueurs de puberté chez les plus jeunes, c'est condamner à mort les adolescents trans, hein. Il faut rappeler que les personnes transgenres sont plus exposées au risque d'idées et de conduite suicidaire que les personnes cis. C'est la même chose ici au Québec. Mais le rapport va plus loin sur la question médicale, là. Tout à fait, hein, puisqu'il préconise également d'abandonner ce qu'on appelle la circulaire Blanquer, qui est un texte qui permet un meilleur accompagnement des élèves trans. Alors, ça a été qualifié de wokisme par les sénateurs LR qui accusent cette circulaire d'avoir fait basculer l'institution scolaire dans le cadre dans le camp, pardon, d'une idéologie trans. Et ils demandent également l'interdiction des interventions des associations concernées en milieu scolaire qui, selon eux, ne respectent pas le principe de neutralité. De même, ils exigent que tous les documents administratifs ne comportent que la mention de sexe masculin ou féminin. Aïe, aïe, aïe. Mais comment Jacqueline Eustache-Brignot a-t-elle présenté son projet? Alors, j'avoue que ça m'a glacé le sang quand j'ai entendu en parler, hein. Donc, c'est avec une déconcertante assurance qu'elle est venue présenter son rapport et le futur texte de loi sur les plateaux télé. Et on a pu l'entendre dire que la transidentité était un phénomène de mode contre lequel il fallait protéger les plus jeunes, qu'on ne pouvait pas autoriser les enfants à des opérations irréversibles euh, qui leur feraient, enfin, qu'ils pourraient regretter par la suite. Alors, est-ce que ce projet de loi pourrait être adopté? C'est très difficile à dire. Concrètement, comme j'ai déjà expliqué, pour qu'une loi passe en France, il faut qu'elle soit validée et votée au sein de l'Assemblée nationale. Et moi, je ne sais pas si une majorité serait disposée à valider le texte. Ça inquiète cependant les associations trans ici en France, hein, puisqu'elles demandent que le comité consultatif national d'éthique ou la haute autorité de santé se prononce vraiment sur la prise en charge des personnes trans avant même que les élus n'aient pu étudier le projet de loi. Bon, le Sénat français, est-ce qu'ils prennent toujours ce genre de mesures? Non, heureusement, il y a des projets de loi et des mesures qui vont dans le bon sens. On a appris la semaine dernière qu'un projet de loi avait été déposé par le groupe écologiste dans le but de simplifier le changement de genre à l'état civil. Pour ce faire, il serait plus obligatoire de passer devant un juge, mais le changement pourrait se faire directement en mairie. Alors, cette mesure d'autodétermination, hein, ça fait partie des choses pour lesquelles militent actuellement les associations trans en France. Donc l'espoir reste permis, hein, même si on le voit et on le constate, que ce soit ici en France, mais aussi ailleurs dans le monde, les droits des communautés trans sont particulièrement fragilisés. Ben, parlant de fragiliser, une autre agression homophobe particulièrement violente s'est déroulée à Paris. Ouais, elle a eu lieu le 15 mars dernier, donc dans un bar du 10e arrondissement de la capitale, hein. La victime s'appelle Amos. Alors, c'est un jeune homme de 19 ans, originaire de la République démocratique du Congo, qui est un pays qu'il a quitté en 2023 pour échapper au harcèlement qu'il subissait de la part de sa famille, mais également des violences liées à son orientation sexuelle. Alors, ce qui s'est passé, hein, c'est qu'Amos a parlé à voix haute de la relation qu'il entretenait avec son compagnon actuel, et il a été pris à partie par un homme qui lui a dit simplement les gays, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, avant de lui jeter le contenu de son verre à la figure, mais également une bouteille. Alors, ce qu'il a réussi à, à éviter de justesse, et un groupe de 6 personnes ont déboulé pour lui asséner des coups. Alors, il a tenté de quitter le bar, il a réussi à s'enfuir, mais il est tombé sur le trottoir, il a été rattrapé par ses agresseurs qui l'ont à nouveau tabassé. Euh, Ils ont arraché également ses vêtements, ils lui ont baissé le pantalon, et il ne doit son salut et sa vie qu'à l'intervention d'un passant qui est intervenu en criant qu'il allait appeler la police. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette agression a été filmée et qu'elle a été diffusée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, ajoutant à la violence physique l'humiliation. Amos a porté plainte, hein, et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violence en réunion en raison de l'orientation sexuelle, ce qui est très rare parce que dans ce cadre d'agression, le caractère homophobe est rarement reconnu. Pour l'instant, il n'y a aucune interpellation qui a été effectuée.
Donc, des agressions, là, il y en a à Paris, mais il y en a partout ailleurs en France. Ouais, c'est un phénomène qui est en constante augmentation. Alors, le deuxième cas dont je vais parler se passe le 22 mars à Nice, où un référent de l'association SOS Homophobie a été agressé verbalement et physiquement dans un bar, là aussi, où il s'apprêtait à rejoindre ses amis. Trois jeunes l'ont violemment pris à partie en lui assénant des injures à caractère homophobe. Ils l'ont immobilisé pour lui asséner des coups au visage et à la tête, avant que d'autres agresseurs les rejoignent pour continuer à le frapper. Alors, le jeune homme a dû passer la nuit aux urgences, hein. Il a été victime d'un traumatisme crânien et facial, ainsi qu'un psychotraumatisme. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'a pas pu porter plainte le jour même, mais le lendemain, en effet, le jour de son agression, le policier devant lequel il s'est présenté a refusé tout simplement de prendre en compte sa déclaration de violence, hein, qu'il avait subie. Ce qu'il faut savoir, c'est, comme je le disais, hein, ces faits d'agression liés à la communauté LGBT sont en augmentation totale. Selon la préfecture de police de Paris, en 2023, on a recensé 631 faits d'agression contre les personnes LGBT. Il y en avait eu 531 en 2022, ce qui représente une augmentation de 19% en un an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que seuls 123 de ces affaires ont été élucidées. Allons-y rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y a donc à Bordeaux plusieurs personnes qui sont décédées à la suite de pratiques de chemsex, l'utilisation Et de drogue pendant les relations sexuelles. ouais, alors en l'espace d'une semaine, ce sont deux personnes qui sont décédées, deux autres qui ont dû être hospitalisées, hein. Donc c'est assez impressionnant. Alors, a priori, les affaires n'ont pas lié entre elles, hein, mais elles ont toutefois un dénominateur commun. Bah, comme tu le disais, c'est les rapports sexuels sous l'emprise de la drogue. Selon les enquêteurs, les deux hommes qui sont décédés entretenaient une relation depuis 3 ans et consommaient régulièrement des produits stupéfiants du type GHB ou 3-MC. Et les autopsies ont conclu à une cause médicale indéterminée, mais excluant toute intervention d'un tiers. Un peu plus tard, c'est un homme qui a été retrouvé, inconscient chez lui, dans son appartement, où l'on a retrouvé un certain nombre de produits stupéfiants. Alors, à sa sortie de l'hôpital, il a déclaré se fournir sur les sites Internet en commandant notamment ces produits sur un site néerlandais, mais également directement dans la ville de Bordeaux. Il s'est dit addict au chemsex, pardon, et organisateur de soirées durant lesquelles il vendait ses produits. Bon, il a été mis en examen, hein, pour importation, acquisition, offre et cession de manière illicite de produits stupéfiants. Et il y a une troisième affaire, hein, durant laquelle un homme a fait un malaise à son domicile alors qu'il se trouvait en compagnie de deux individus qui ont contacté les secours, et il doit sa vie à cette intervention. Ils ont déclaré avoir consommé de la 3-MMC. Euh, voilà. Mais on va devoir se quitter là-dessus, Christophe Gérard. Christophe Gérard à Paris, merci beaucoup. Ben, je t'en prie, je te souhaite une bonne soirée, à très vite. À très vite. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité. Avec Marie-Claude Joannis. Salut Marie-Claude. Il faut que tu allumes ton micro, Marie-Claude. Le petit piton pour le micro. Hop, hop, hop. Je pense qu'on a un petit problème. Tu trouves pas ton bouton. Ah, Oui, voilà. allô, Denis Martin! Ah, ça y est! C'est moi qui est le vieux, c'est toi qui es la jeune, puis tu trouves pas tel bouton. La technologie, là, quand on est né, nous autres, Internet, ça n'existait pas. Non, c'est ça. Les jeunes, maintenant, ils viennent au monde avec une tablette dans les mains. Et mon Dieu, j'ai pitié pour la maman, mais en tout cas. Hey, on va... Excusez-la. Marie-Claude Joannis, je répète, tu es travailleuse sociale. Et aujourd'hui, on va parler de la radicalisation menant à la violence. Puis probablement qu'on va en faire 2 chroniques parce que c'est beaucoup de matériel. Allons-y. Oui. C'est quoi cette radicalisation-là? C'est important aussi, hein. Donc, la radicalisation, dans le fond, là, qui mène à la violence, parce que ça ne mène pas toujours à la violence, là. C'est un processus, dans le fond, à partir duquel les personnes adoptent un système de croyance, on va dire extrême, OK? Donc poussé, dans lequel il y a la volonté d'utiliser, d'encourager ou faciliter la violence, OK? Puis ça, c'est dans le but de faire triompher une idéologie ou un projet politique ou une cause de transformation sociale. Ça peut être positif, puis ça peut être fait dans la non-violence, comme par exemple Gandhi, Martin Luther King, mais dans le cas qu'on parle ici, là, c'est vraiment qui va mener à des actes violents.
Et ça affecte les personnes de la diversité, notamment nos communautés. Ben oui, évidemment, les personnes qui ont une particularité au niveau du genre, les femmes, les jeunes de moins de 21 ans et les personnes des minorités sexuelles sont plus particulièrement touchées par le phénomène de la radicalisation, ne sont pas les seuls. Mais oui, malheureusement, on fait partie de des gens à risque davantage. Et ça nous mène à des actes à caractère haineux. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, et les actes haineux, là, ça va être, par exemple, des actions, ça va être des propos, ça va être des comportements qui peuvent faire partie du code criminel ou non, mais qui vont vraiment être motivés là, par la haine envers un groupe identifiable, par exemple les personnes trans, OK? Ou on va en parler tantôt, les drag queens. Donc, c'est ça. Puis donc, ici, on parle d'identité de genre, d'expression de genre. Et donc, c'est important de faire la différence. Un crime haineux, donc, ça va être dans le code criminel, et des incidents haineux, donc, ça ne sera pas inscrit dans le code criminel, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas haineux pour autant. Puis ça fait aussi mal parfois, parce que ça fait mal parfois à l'âme, hein? Alors, Ouais. Alors, Tu sais, je trouve ça quand même important, Denis Martin, qu'on comprenne, parce que ça fait mal, hein, ça nous fait très mal, tout le monde de la communauté, là, puis je m'inclus là-dedans, quand on fait face à des discours homophobes, transphobes, quand on voit des actes violents dans le métro ou ailleurs de gens qu'on ne connaît pas, qui sont, ben voyons, d'où vient toute cette colère-là. Je trouve ça quand même important qu'on comprenne un petit peu comment les gens peuvent en venir à une telle radicalisation qui même aller jusqu'à la violence. OK? Oui, allons-y. Donc, moi, j'ai étudié un petit peu le phénomène des sectes. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire. C'est comme une certaine forme d'endoctrinement d'une certaine façon, hein, puis de sentiment là, d'appartenance à un groupe. Donc, tout d'abord, là, souvent, ça va commencer par la polarisation du discours. OK? Donc, on l'entend, on va remettre en question le vivre ensemble. Oui, mais là, ils ont le droit de vivre leur sexualité, mais là, pas dans la rue, pas dans les écoles, Bon, mais là, les toilettes, c'est exagéré, bon, etc. Donc, on va évidemment la polariser de façon négative. Donc, pour radicaliser les opinions. OK? Donc, on va créer des clans pour ou contre. On le voit beaucoup, là, justement, avec le phénomène de l'éducation sexuelle dans les écoles. OK? Oui. Ensuite, ça va vraiment se radicaliser. Donc, il va y avoir un contexte de radicalisation. Donc, présentement, on le voit, il y a un contexte politique, il y a un contexte social. Donc, aux États-Unis, on le voit un petit peu partout dans le monde. Puis, il y a une rigidification de l'idéologie, donc politique. Et tranquillement, les personnes vont se couper. Puis là, c'est là que c'est très important. Vont se couper de leur milieu familial et social de base. Okay? Vraiment comme une secte, Donc, hein? C'est vraiment comme une secte. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, ils vont évidemment, hein, ça devient des sujets très compliqués. Et on le voit aussi dans la communauté LGBTQIA+, que des fois, ça devient difficile avec les familles. Les gens vont avoir des familles choisies. Donc, on voit un petit peu le même genre de phénomène arriver. Et là, tranquillement, va venir l'idée, la perception que la violence devient légitime parce qu'on est bafoué, parce que, okay, nous-mêmes dans nos droits, puis que là, ça n'a plus de bon sens. Et donc, ça va donner lieu à un engagement passif ou actif dans la violence. Okay? On sait que la personne, par exemple, qui va, si on parle, admettons, de World Trade Center, donc on parle des kamikazes qui conduisaient l'avion, bien, on s'entend qu'il y avait beaucoup de gens derrière, là, hein, qui ont travaillé aussi à ce que ça soit possible que ces deux kamikazes-là soient là, donc qui n'étaient pas dans l'avion, c'est pas eux qui sont rentrés dans les tours, mais on s'entend qu'il y avait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à cet acte de violence-là. Maintenant, donc, ça mène, là, ça va mener un individu à la radicalisation, là. Exact. C'est ça, ça va être des individus souvent là, qui vont déjà avoir un sentiment d'exclusion, puis qui vont en venir, c'est ça, à dire, c'est nous contre le monde, ou qui sont comme un peu, ils ont comme une mission aussi sociale. Ils ont un discours aussi souvent qui ne sera pas nuancé. On sait que c'est plus facile à comprendre aussi, hein, puis ça vient un petit peu, on va le voir, la propagande aussi. Je vais vous parler d'Éric Duhem tantôt, donc hein, une espèce de discours simplifié, qui est le même discours pour tous, une espèce aussi d'indifférence, de ben là, les personnes trans là, qui n'exagèrent pas, ou de ne pas se mettre dans la peau de l'autre, d'être comme ouais, mais là, tu sais, regarde, qui prennent sur eux autres, ou tu sais, ben là, ils n'ont pas besoin de toilette, ou tu sais, c'est comme, tu sais, ben là, la Terre ne va pas arrêter de tourner pour eux, ou tu sais, une espèce de sentiment de ouais, là, c'est un peu exagéré.
Ouais. Et la généralisation, puis ça, ben, on l'a vu beaucoup avec la communauté homosexuelle aussi, tu sais. Ah, les gays, c'est toutes des addicts au sexe, ou les lesbiennes sont toutes dépendantes affectives, ou OK? Donc, on va aller vraiment dans une généralisation. Donc, c'est ça qui va être. Puis même, on va aller dans de la fausse information, comme tout un mouvement là, qui s'appelle du piégeage, Ouais. child grooming. Donc, ça, c'est vraiment, on le voit, hein? Donc, ça, on l'a vu avec les homosexuels aussi, hommes beaucoup, c'est des pédophiles. C'est une sexualité désaxée. OK? Donc, on va associer, et on le voit beaucoup en ce moment aussi, c'est un peu théorie du complot, homophobe et transphobe. Donc, les personnes de la diversité, donc, essayent d'amadouer les enfants. Puis là, on le De voit dans l'éducation recruter, ouais. sexuelle. Ils forment des trans, ils disent aux enfants qu'ils sont trans, ça n'a pas de bon sens. Les infirmières de l'école font des changements de sexe. On entend toutes sortes de choses là, qui ont ni queue ni tête. C'est ça, qui vont être propagées, qui vont engendrer la peur et le sentiment aussi chez les gens de ça n'a pas de bon sens, il faut que ça arrête. Voilà. Donc, la violence devient justifiée pour arrêter, parce qu'on s'entend que si on parle de pédophilie, ben, là, ça va susciter des réactions fortes chez les gens. Mm. Donc, voilà. Et on a un exemple de ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, là, l'exemple là, qui est tout proche de nous là, présentement, vraiment, c'est Éric Duhaime. Donc, avec sa campagne là, de peur sur les drag queens là, qu'on a vu dans les écoles et aussi l'éducation sexuelle. Il y a tout un discours. Là. D'abord, si vous l'écoutez, il répète toujours les mêmes choses. Il ne laisse pas parler du tout l'autre personne. Puis c'est vraiment tout un discours très orchestré. Donc, dans la sphère politique, on le voit aussi aux États-Unis, on le voit en Europe également. Donc, ça part souvent d'un discours traditionnaliste, OK, les valeurs de base, donc le Parti conservateur, donc la famille, la stabilité, etc. Et là, on va dire qu'on va amener le public à penser que là, cette société-là est en perdition. Hein. On l'a fait avec l'avortement, on l'a fait avec le droit des femmes aussi. On va amener que là, mon Dieu, la société se perd, nos valeurs se perdent, on s'en va dans le mur, ça n'a plus de bon sens. OK? On va utiliser des figures sensationnalistes, donc des figures de cas uniques qui sont sensationnalistes. Donc, aussitôt qu'il va y avoir une petite erreur qui va être commise, par exemple, par une drag queen, ou il va y avoir un professeur dans une école qui va avoir débordé peut-être un petit peu du cadre scolaire, bien là, ça va devenir la figure de proue. On va utiliser toujours cet exemple-là. Fait que là, tout le monde va en venir à dire, par exemple, moi, les personnes trans, là, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, ah, mais il y en a qui deviennent des chats. C'est comme devenir un chat. OK, de quoi tu me parles? La personne m'expliquait que, bon, il y avait une personne qui s'était faite, elle avait eu des chirurgies pour être un chat, donc la transidentité, c'était la même chose. Ben, ça n'a ni queue ni tête, mais c'est comme cet exemple-là qui est repris pour faire dire que finalement, ça n'a aucun bon sens, puis ce problème psychiatrique, bon, on retombe un petit peu toujours dans les mêmes tracks, là. Donc, on va utiliser ça et évidemment, tout l'aspect complotiste. OK? Donc, utilisation de l'univers, que là, ils veulent faire dérailler, que là, c'est comme une épidémie de personnes trans, tu sais, puis là, ils sont partout, puis là, ben, c'est ça. Puis ça, ben, ça va évidemment beaucoup passer par l'univers virtuel, hein, à travers les sites Internet, on va utiliser les gens qui eux-mêmes vont se radicaliser, donc qui vont faire de la propagande, qui vont défendre les théories là, fondées sur le complot, donc, un peu partout, là, ça va s'infiltrer un petit peu dans les réseaux sociaux, sur les plateformes, dans la rue, etc., éventuellement. Là. On avait un autre exemple qui était le pédopiégeage ou le child grooming, mais on Mhm. en a parlé. Ça se manifeste comment dans la sphère citoyenne, là, ces radicalisations-là? Ben, tu sais, on a vu, hein, nous, ce qu'on a vu là, beaucoup au Québec et ailleurs aussi au Canada, là, donc, il va y avoir des manifestations qui vont être contre des politiques sociales qui vont être amenées. On l'a vu, l'éducation sexuelle dans les écoles, par exemple, ou le pronom neutre, etc. Donc, il va y avoir des manifestations, des fois positives, de la communauté LGBT, et là, ils vont arriver en masse des contre-manifestations. Donc, ils vont dire que ces politiques sociales-là font la promotion de l'identité de genre, que incitent les enfants que ça n'a pas de bon sens, etc.
Il va y avoir aussi des manifestations contre des initiatives. On l'a vu énormément à l'heure du compte que je parlais tout à l'heure. Donc, dans l'heure du compte, là, on a de la transphobie, puis on a tout l'aspect complotiste. Là. Ah, là, ça n'a pas de bon sens, là, c'est fait dans les écoles, dans les bibliothèques, puis là, ils lisent des histoires pour convaincre les enfants que, tu sais, qu'ils sont ni un homme ni une femme, ou bon, etc., ou qu'ils ne s'aiment pas bien dans leur corps, alors qu'on sait très bien que c'est pas ça les histoires que les poètes vont les raconter aux enfants. Et j'en ai parlé un petit peu tantôt aussi, mais il y a tout un réseau aussi qu'on voit, un réseau virtuel dédié aux hommes, donc qui est composé de beaucoup de communautés là, qui ont une tendance aussi antiféministe, souvent assez misogynes, qui véhiculent là, des stéréotypes basés sur le genre et le sexe. Dans le cas d'Éric Duhem, c'est particulier parce que c'est un homme gay et c'est comme si c'était une récupération d'une certaine façon parce que c'est un homme gay, mais on sait qu'il a fait son coming out sur le tard, il a l'air d'un gars. C'est comme si ça validait encore plus le discours transphobe parce que ben, lui, il est gay. Il dit ça, mais il est gay, donc c'est correct. T'sais. Donc on peut le dire. T'sais. Oui, c'est correct. Mon Donc, meilleur ami gay dit ça. Marie-Claude, exact, je pense qu'il va exact. falloir qu'on discute de cette deuxième partie lors de la prochaine chronique. Oui, Qu'est-ce qu'on fait oui. lorsqu'on est face à ce genre de radicalisation-là? Alors, Il nous reste combien de temps, là? il nous reste 10 secondes pour que je te Oh! déprésente. Alors, on va le faire la prochaine fois parce que c'est un gros sujet, c'est touché. Mais moi, je voulais déjà que les gens commencent à comprendre. En gros, là, il faut adopter une posture d'accueil. OK? C'est pas facile. En fait, avec ces personnes-là, si on est nous-mêmes très, très pieds dans nos pensées, on va augmenter, en fait, la radicalisation. On va augmenter la dualité. Donc, évidemment, on ne fera pas ça tout seul. On va en parler la prochaine fois. Comment il y a des ressources pour nous aider, là, puis comment on peut faire appel à C'est des clair gens qu'on aussi. va devoir en parler. Marie-Claude Johannis, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Grand plaisir. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève du 8 avril 2024. Merci à l'équipe, Marie Massé et Godric Trobe à la recherche. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique, Shirley Ormelette qui est chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Leslibertés, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci tout le monde d'avoir été là cette semaine. On se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste à Canal M.